Bon, mes chers amis, il s'agit d'une conférence de presse. Nous avons vu la situation en Centrafrique. Personne ne peut nier que même s'il y a l'étranger derrière, ce sont quand même des Centrafricains qui s'entretuent. Nous ne pouvons pas continuer à mentir à nous-mêmes. On dira, oui, qui a fabriqué les armes? C'est vrai, ce sont les Européens qui fabriquent les armes. Mais si les Européens vous donnent les armes et ils vous disent « entretuez-vous pour qu'on prenne vos matières premières », vous devez être intelligent. Vous devez dire « ah non, nous voulons développer notre pays, pas question de nous entretuer ». Les Centrafricains s'entretuent aujourd'hui, il y a un gouvernement, on se demande jusqu'à quand s'arrêtera les assassinats entre Centrafricains. Notre rôle, à nous tous, que nous soyons journalistes, que nous soyons acteurs politiques, que nous soyons acteurs économiques, que nous soyons étudiants, ouvriers, notre rôle à nous tous, c'est de tout faire pour que les Africains cessent d'abord de s'entretuer et en même temps mettre sur place des institutions fortes, comme un peu au Ghana actuellement, un peu comme au Sénégal, pour que désormais, quiconque tue soit d'abord puni. Parce qu'en fin de compte, c'est une question d'impunité. En même temps, on ne peut pas tout attendre de l'étranger. On ne peut pas tout attendre de l'étranger. Dire continuellement, il faut que ce soit la France qui fasse ceci, les Américains, c'est bon. On ne peut pas avoir autant de matières premières, être assis sur des mines d'or, des mines de diamants, des puits de pétrole et être le dernier de la classe. C'est pourquoi cette conférence de presse, elle sera une conférence de presse sans tabou. Les journalistes, les pigistes qui sont là, les caméramans, vous poserez toutes les questions. Pourquoi lancer le club UJA Mandela? Le club UJA Mandela, parce que Mandela a donné un exemple, il s'est sacrifié, 27 ans de cachot, et en même temps il sort, il fait tout pour qu'il y ait un État fort en Afrique du Sud, il fait un seul mandat, il s'en va. Quel est l'Africain qui ne serait pas heureux de voir un type, ce genre de Mandela aujourd'hui en Centrafrique, aujourd'hui même en République démocratique du Congo à la place de Joseph Kabila, qui fait n'importe quoi. Un Mandela à la place de Kagame. Vous voyez comment Kagame essaye d'utiliser sa mafia pour tuer les populations de la République démocratique du Congo. Tout ça c'est indigne. C'est pourquoi l'Afrique doit sauver l'Afrique. Nous ne disons pas non à l'aide internationale, mais nous disons d'abord que les Africains eux-mêmes doivent prendre en charge leur devenir. Si le passé a été malheureux, l'esclavage, le colonialisme, d'accord, mais aujourd'hui avec le numérique, avec tout ce que nous avons comme possibilité, nous devons être capables de nous assumer. Et c'est pour ça, vous avez d'abord, et ce qui est très bien, c'est que nous savons passer la main à la jeunesse. Nous avons un jeune écrivain qui va donner son point de vue, et après nous avons un très grand journaliste caméraman qui donnera son point de vue, et on passera aux questions-réponses. Monsieur l'écrivain, si vous voulez passer à ma place. Effectivement, la situation l'impose, il est nécessaire que l'Afrique sauve l'Afrique. C'est un message extrêmement fort qui nous est adressé à nous, les acteurs politiques, et aussi aux acteurs de la société civile. Donc, mon exposé va traiter de cette problématique qui mine l'Afrique depuis tant de siècles, qui est le tribalisme politique. Je vais vous faire un bref exposé résumé l'historique du tribalisme politique jusqu'à de nos jours. Car, effectivement, ces problèmes émanent déjà de l'époque des empires africains. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'il y avait les grands empires africains, lorsque l'Afrique rayonnait, il y avait ces guerres de succession au niveau des classes politiques, des classes princières. Et ce sont ces problèmes de succession à la tête des empires qui ont permis à ce que des commerçants, c'est-à-dire les commerçants européens, les commerçants turco-mongols, arabo-berbères, puissent faire des affaires avec les dignitaires. Tout ce phénomène a entraîné, au fil des années, avec les Soundiata Keïta, tout ça, le royaume Congo, l'empire du Mali, les autres royaumes, à ce qu'il y ait un morcellement. Il y a eu un morcellement de ces empires en micro-États, ce qui a amené l'avènement du tribalisme politique, de tribalisme. C'est ce même fléau qui a conduit à ce que plus tard, avec la traite des Africains,
l'Afrique se dépeuple et perd sa puissance politique. Puis après ce phénomène-là, il y a eu comment ça s'appelle ? La colonisation. La colonisation, c'est encore le même phénomène. C'est toujours un problème de tribalisme politique. Lorsqu'il y a eu le projet de la fédération du Mali, c'est-à-dire il était question de réunifier le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, et on a eu encore cette même problématique, c'est-à-dire il y a eu entre autres le président Senghor qui a cassé ce processus de fédération. Il y a même eu ce même problème avec la RDC de Lumumba et le Ghana de Kwame Nkrumah. Le projet, c'était encore d'unir les parlements. Mais il y a toujours eu cet acteur étranger qui a intervenu et qui a cassé tous ces projets de fédération. C'est pourquoi, aujourd'hui, le tribalisme politique est la source principale de tout ce qui mine le processus de l'Union africaine. Après 50 ans d'espérance, nous en sommes toujours au point mort, au point que des propositions sont faites, disons que non, l'Union africaine, ce sera peut-être en l'an 2063. Mais les populations ne peuvent pas attendre cette année-là. Il faut absolument accélérer ce processus d'unité. Et je suis très navré des idées que le président François Hollande a insufflées lors de son intervention au Centrafrique, disant qu'il redoute une partition du pays, ce qui est totalement aberrant. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter le simple fait que ce genre d'idée soit évoquée. Nous ne sommes plus à ce stade-là des morcellement des pays. Nous sommes dans l'intégration de la sous-région. Le Centrafrique ne peut pas imaginer l'idée de se morceler car nous sommes dans un processus de fédération de la sous-région. Moi, j'aurais aimé que le président François Hollande parle plutôt de l'intégration de la CEMAC. C'est de ça dont il faut parler, c'est-à-dire de l'unification au moins de la sous-région de l'Afrique centrale. La crise qu'il y a avec les musulmans, les chrétiens et surtout les animistes, ce sont des crises et ce sont des conflits économiques. C'est un problème de redistribution des richesses. Ce n'est pas un problème de chrétiens contre musulmans. Il faut arrêter de présenter toujours les choses de manière biaisée, à faire passer des idées rabaissantes, dégradantes et stigmatisant les populations. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, vous lui poserez des questions, hein, parce que pour Hollande, je considère qu'il a fait du bon boulot, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Sans lui, je crois que le Mali, au moins, ne se serait pas relevé. Mais sans Hollande aussi, je suis sûr qu'ils auraient continué encore à s'entretuer comme au Rwanda, en Sierra Leone, au Libéria et un peu partout. Donc, vous lui poserez des questions, il répondra. Donc, notre caméraman journaliste va lui aussi prendre la parole. Merci. Moi, je reviendrai sur la thématique qui nous réunit ici. C'est l'Afrique sauvera enfin l'Afrique, ou les Africains peuvent sauver l'Afrique. Mais il faudra sortir des idées reçues sur l'Afrique. Alors, ces idées reçues, bien entendu, sont alimentées par la presse internationale, par les institutions internationales aussi, et qui utilisent en fait leur radar afin de ramener cette idée en disant que l'Afrique va très mal. Et on voit les gens quitter leur terre pour aller vers l'Europe, tout en risque, au péril de leur vie, et faisant aussi fi à des choses extrêmement graves par rapport à leur vie, à leur famille aussi. Et tout cela, c'est bien monté et organisé par cette communauté, parce que nous avons fait une étude qui consistait à voir au niveau de l'aéroport de Roissy comment les Occidentaux partaient vers l'Afrique et comment les Africains aussi partaient vers l'Afrique. Nous nous sommes rendus compte tout de suite après qu'il y a un flux très important d'Européens qui se déversent vers l'Afrique. Or, c'est ces mêmes Européens qui stigmatisent en fait cette Afrique. Et on voit cette masse importante qui part vers ces pays-là. Un exemple qui est assez frappant, c'est l'exemple de l'Angola. Quand on regarde au niveau même de la croissance, on va aborder des sujets concernant la croissance de l'Angola, qui s'approche de 9%.
Et c'est d'ici 2 ans, ce que le président Eduardo dos Santos disait, on va franchir le déchiffre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de 150 000 Portugais qui demandent, qui sont sur place, et d'autres qui veulent avoir l'autorisation de rester, d'immigrer dans ces pays. Et on le voit également au niveau de la Mozambique. On le voit au niveau de l'Ouganda, et on le voit au niveau du Rwanda, et on le voit au niveau du Ghana, on le voit au niveau du Nigeria. Donc il y a des pays qui sont avec une forte valeur ajoutée, et c'est là où nous, les Africains, nous sommes en fait le dindon de la farce. Pourquoi le dindon de la farce? Parce qu'on nous montre les images, on fait miroiter avec de multiples télévisions qui existent dans le monde, avec leur, moi je l'appelle ça des radars, qui attirent complètement la main-d'œuvre, parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Il y a plusieurs études de l'Union européenne qui ont été faites là-dessus en disant que l'Europe a besoin de la main-d'œuvre, parce qu'on regarde au niveau de cette main-d'œuvre africaine qui tourne aux alentours de 25% de la population africaine. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc l'Europe a besoin de cela, mais tout en mettant autour de cette Europe une citadelle. Et cette citadelle-là a plusieurs, entre guillemets, vertus, et ça permet en fait à ces Occidentaux-là d'avoir une main-d'œuvre bon marché. C'est-à-dire avoir ces Africains qui n'ont pas le papier, qui sont des irréguliers, et des Africains qui sont dans le besoin immédiat d'avoir un peu d'argent, donc ils sont payés en coup de lance-pierre. Donc ça sert aussi l'économie européenne. Donc moi je pense qu'il faudra, nous les Africains, qu'on puisse s'organiser autour de cette thématique qui a été abordée par la France. Monsieur Hubert Védrine a remis un rapport au président de la République. C'est un rapport avec 15 propositions. Je pense que vous avez vu ces rapports. Si vous n'avez pas vu ces rapports, il faudra aller sur le net pour lire ces rapports concernant l'Afrique, avec des propositions qui montrent que la France a besoin de l'Afrique. Il y a un deuxième rapport de monsieur Bockel, qui est le sénateur, qui a fait un rapport, ça s'appelle l'Afrique et l'avenir de la France. Donc, ça montre quoi? Donc, il y a 4 propositions à l'intérieur de ces rapports. Et ces rapports montrent d'ici une vingtaine d'années, l'Afrique sera en concurrence contre l'Europe. Et en regardant son taux de croissance qui tourne aux alentours de 5,6%, comparativement au taux de croissance de l'Europe, au CDE, quand on regarde même la France, je donne l'exemple de la France, c'est 1%. Donc, cela montre que c'est pas cette Afrique qu'on nous bassine tous les jours en disant que voilà, c'est l'Afrique qui ne va pas, des afro-pessimistes qui montrent cette Afrique pour qu'ils puissent, eux, bien entendu, jouer de la prédation dans ces continents. Alors, nous avons la chance en Afrique d'avoir de terres arables. Donc, si on regarde dans l'ensemble de l'Afrique, ça peut nous permettre à la fois au niveau de l'agriculture, de fournir en fait une quantité importante de matières premières à l'Occident. Mais ce qui nous pose au problème aujourd'hui, c'est la transformation de ces produits. Ces produits-là, on n'arrive pas à les transformer parce que les usines ne sont pas là. Pourquoi ces usines ne sont pas là? Parce que c'est pratiquement impossible, avec des guerres de poches de tension. Et c'est que le frère disait tout à l'heure, l'intervenant, il disait qu'il y a des problèmes au niveau du tribalisme, des guerres pour des terres qui ramènent aussi des guerres entre des religions, parce que chacun a son coin qui doit protéger, sa part de parcelle qui doit protéger. Donc, ça pose un problème. Donc, l'instabilité qui est provoquée en Afrique, on voit à travers le problème libyen, c'est voulu en fait entre guillemets. Mon ami Lassine Camara salue le travail de François Hollande, certes oui, mais si on regarde bien l'historique de ce qui s'est passé au Mali, on va tomber tout de suite avec la boîte de Pandore libyenne. Alors, c'est de là où tout est parti. On veut liquider un président
qui avait un système social très élevé en Afrique, qui donnait de l'eau gratuitement à sa population, qui donnait de l'électricité gratuitement à sa population, qui, quand les gens terminaient des études, avaient la bourse automatiquement pour aller en Europe, avec une bourse de 3 000 euros par mois, et une voiture, quand une maison, quand on se marie. Donc, je pense que tout cela a posé des problèmes au niveau de la région. Donc, c'est descendu au niveau du Sahel. Le Sahel, ça a été jusqu'au Mali, où on a trouvé l'AQMI, on a trouvé le MNLA, on a trouvé tous ces bandes armées qui sévissent aujourd'hui. Mais tout cela, si on regarde les rapports de 2006, c'est que Madeleine Albright disait, on va faire tomber Muammar Kadhafi. Donc, en réalité, on ne veut pas de dirigeants qui veulent donner en fait une impulsion à l'Afrique. On a commencé avec la RDC, quand la RDC a été libérée entre guillemets de notre ancien président dictateur Mobutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir avec l'aide entre guillemets de Rwanda et de l'Ouganda. Il arrive en RDC, on l'exige de continuer avec des contrats léonins qui existaient à l'époque. Lui, il refuse. Il refuse aussi l'appel lancé par Madeleine Albright, toujours. Il refuse également de se soumettre au diktat du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. On met autour de lui un embargo arbitraire. En 98, 99, il y a l'embargo. Mais avec cet embargo, à chaque chose malheur est bon, on s'est retrouvé avec la RDC qui a utilisé ses produits intérieurs bruts, il a utilisé ses ressources naturelles, le pays est devenu excédentaire. Comme par hasard, on dit tiens, si on laisse cet homme avec l'embargo, avec l'excédent de 2 milliards 340 millions dans des caisses, or il avait trouvé que $37 dans la caisse quand Mobutu est parti. $37. Donc ça montre quoi? À l'arrivée, on dit non, on ne peut pas laisser cet homme en place, vous connaissez la suite. Je peux vous énumérer un nombre important de gens qui ont essayé de faire quelque chose pour l'Afrique, sont retrouvés aujourd'hui écartés ou bien entendu sous quelques mètres sous terre. Cela montre quoi? Cela montre donc qu'il faut d'abord une certaine cohésion entre nous, il faut une certaine solidarité, mais la solidarité africaine, comme le président Obiang disait, ça n'existe pas, c'est seulement les intérêts qui existent. Voilà. Et à travers cela, donc, on est en train de vivre des choses extrêmement graves. Je donne un exemple encore qui aujourd'hui, là, ce qui se passe. Vous savez, l'association qui s'appelle le Sherpa, avec les avocats, tous, etc., qui veulent poursuivre des présidents africains pour le bien mal acquis. C'est une pression, c'est comme la CPI, c'est une pression faite auprès de ces présidents qui veulent sortir en fait de logique occidentale, surtout la logique française, parce que l'histoire des Babos, je vais revenir avec le Sherpa, l'histoire des Babos nous a aussi enseigné, Babo, il mettait en place cette monnaie qu'il a expérimentée au Mali, et quand on voit ça, on dit tiens, on va sortir du franc CFA. Et c'est aussi la même chose que le colonel Kadhafi. Vous voulez mettre le dinar d'or en place. Et c'est la même chose qui s'est passé aussi avec le président Mouzé Kabila. Tout cela, donc, casser cette emprise de la France, parce que vous savez bien, si je vous pose la question aujourd'hui, où est-ce qu'est fabriqué le franc CFA, personne ne pourra me répondre aujourd'hui. Le franc CFA est fabriqué à Clermont-Ferrand. Alors, soutenu par la Banque française qui donne des directives à l'Afrique. Voyez-vous, la main qui vous sert, c'est la main qui vous colonise. Forcément, donc, quand les uns les autres voulaient sortir de cette dictature, forcément, l'autre s'est retrouvé à la CPI. Alors, pour revenir avec l'histoire du Sherpa, c'est un instrument qui est utilisé ici en Occident pour sévir, en fait, souvent les présidents qui sont dans l'Afrique centrale. On voit souvent, il y a Obiang Nguema, on voit Ali Bongo, on voit notre président Sassou Nguesso, en leur disant, faites attention, si vous continuez, on vous met Sherpa derrière, c'est-à-dire le bien mal acquis. Et c'est à ce moment-là, il baisse les bras,
s'ils veulent encore changer leur façon de voir les choses. C'est arrivé au président Sassou Nguesso quand il a invité le président Xi Jinping de la Chine venir en visite officielle dans son pays. Ça irritait complètement la France, pour les dire, pour les citer. Et à la fin, on l'a sorti quelques mois après, cette histoire de bien mal acquis. Voyez-vous, donc tout cela, il y a des pressions derrière. C'est à nous maintenant de voir comment nous pourrions organiser notre Afrique avec la jeunesse de la diaspora, entre guillemets. Les gens n'aiment pas trop cette expression, les Africains de l'étranger, qui ont une certaine maturité, à la fois politique et aussi l'expertise dans l'ensemble en termes économiques et en termes aussi sociétal. Et à partir de là, nous pourrions bâtir une Afrique meilleure. Même, pour l'instant, j'ai peine à croire que nous pourrions sortir de l'ornière parce que il y a ce néocolonialisme latent qui est exercé dans nos pays, différents pays, avec cette idée de suprématie qui consiste à dire que voilà, les Africains sont de petits enfants, il faut les aider à s'en sortir, et il faut les apporter l'aide avec le système Mining, l'aide, quand on parle aide, Fonds monétaire international, Banque mondiale, le Club de Paris, Bretton Woods, tout ce monde-là, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, vous donne l'argent, 3 milliards de dollars aujourd'hui, demain vous remboursez 15 milliards. Donc vous remboursez d'abord les intérêts et ce qu'on appelle le principe de Mining. Donc forcément, ça vous appauvrit encore. Vous vous rappelez bien, avec le système que le Fonds monétaire avait mis en place, ce qu'on appelle l'ajustement structurel. Hein, et ça appauvrit les populations africaines. Ça a mis des familles dans des situations difficiles où les enfants partaient à l'école, ne pouvaient plus partir à l'école. Il faut choisir, parce qu'il y avait des choix à faire entre donner le traitement aux enfants ou régler l'administration qui devait, bien entendu, rembourser les emprunts. Donc forcément, ils ont choisi ces côtés mercantiles. Voyez-vous, donc c'est à nous maintenant de voir, avec ces deux rapports qui sont sortis, que je vous invite à aller jeter un coup d'œil, le rapport Bockel et le rapport Védrine. C'est à partir de ces deux rapports, vous allez comprendre que la France, avec les 62 000 entreprises qui fonctionnent ou qui pillent, entre guillemets, l'Afrique, vous verrez qu'il y a de par rapport à cette Afrique. Il y a aussi, en 2050, nous aurions 2 milliards d'habitants en Afrique. Ça sera le continent le plus peuplé au monde. Donc, il y a la ressource humaine, avec la productivité, sera exponentielle. Donc, il faut donner un accent par rapport à cette Afrique. Je pense que ce débat d'aujourd'hui, c'est un débat essentiel pour qu'on puisse prendre conscience que nous sommes là, nous, l'avenir, c'est vous, l'avenir, c'est vous qui êtes en face, mais c'est pas l'Europe qui part en cascade, qui part en vrille, à l'exemple de la Grèce, l'Espagne, l'Italie, aujourd'hui la France, il y a une banqueroute, et cette banqueroute, les gens ne veulent pas l'admettre. Le président du Fonds monétaire international avait indiqué, qui est parti d'ailleurs là, il avait indiqué en disant qu'aujourd'hui, rien ne marche plus avec des systèmes de Goldman Sachs, avec leur système boursier toxique. Donc nous allons arriver vers la banqueroute. Mais dommage, avec les gens de l'Ukraine qui veulent rentrer en Europe, ils n'ont pas encore rien compris qu'est-ce qui leur attend. Voilà ce que je peux dire. Donc donner une impulsion à cette Afrique, et cette Afrique, je pense, va pouvoir nous apporter quelque chose de bien dans l'avenir. Bravo. Alors, d'abord, je salue la présence de Marie-Laure, et puis, absolument, bien sûr. Très bien, très bien. Il s'agit, je suis d'accord avec vous, ma chère amie, vous êtes une battante et je vous apprécie. Je ne suis pas une battante, je suis une mamie, je suis entourée de femmes battantes. Très bien. Et de gens battants. Très bien. Et c'est pourquoi. Je suis là par rapport à M. Mansili-Camara, je voudrais vous saluer, monsieur. Monsieur Bongos. Monsieur Bongos, je me suis déplacé à la demande de M. Mansili-Camara. Absolument, absolument. Je vais avoir 80 ans. Un beau? Mamie africaine.
Ouais, on ne le dirait pas. C'est pas possible. Non, c'est pas grave. Je vais sonner, j'ai 78 ans et je vais carrément. Et je suis né en Guinée, Conakry, d'un père cheminot, sénégalais. Ensuite, j'ai enchaîné sur le Mali, autour de ce père cheminot, et j'ai fini par le Sénégal. Donc, à moi ça, j'ai une fédération du Mali éclatée au bout d'un an. Attends, elle va venir là. Non, non, elle va venir là, elle va venir. Tu laisses la place. Non, toi, tu interviens après. Parce que j'ai un autre frère qui est là. Alors, je suis là par rapport à mon frère, l'ancien. Très heureux, combattant. Voilà, restez là pour que la caméra puisse vous voir. Hein, Voilà, allez-y. J'aurais voulu une salle pleine. Totalement. Craquée. Car cet homme-là, mon frère, a donné sa vie, son énergie, il est guinéen, mandingue, et sachant que le fleuve Sénégal a pris sa naissance où? Au Fouta-Djallon. Absolument. Donc nous sommes mandingues. Le monde, et je lance mon appel de Gorée. Gorée, par 3 fois je te nomme. Ils sont partis par voie de mer, laissant leur mère sans voix. VOI, sans voix, VOIE. Très bien. Est-ce que l'Afrique est dépendante? Non. C'est au cœur du monde. Nous avons tout bon. Tout bon. Alors je ne vais pas faire un cours magistral, monsieur. Je suis à vos pieds, et mamie est à vos pieds. Donc je voudrais, j'ai un autre frère qui est là, monsieur Ramon, qui est un de mes frères. Il est blanc-noir. Il est plus noir que blanc. Voilà, venez, monsieur Ramon. Très bien. Merci beaucoup. Mais vous avez près de 80 ans, c'est extraordinaire. Vous êtes un fils. Oui. Vous êtes un homme qui vous débattez. Oui. J'ai travaillé 25 ans à l'UNESCO, dans cette grande maison de la culture. Nous avons tout bon en Afrique, et nous gagnerons. Très bien. Et avec des femmes, Très bien. aux côtés des hommes. Ces femmes au travail, ces femmes libres. Je ne veux plus un enfant soldat. Je ne veux plus une femme violée. Je ne veux plus ce qui se passe dans la maison des Grands Lacs. Cette hypocrisie, nous n'en voulons plus. Très bien. Je suis capable de relever le défi au niveau du monde. Et mon appel, je l'envoie au niveau du monde. Car je suis là à vos côtés. Merci beaucoup. Dorénavant, plus rien ne se passera. On n'humiliera pas mon continent, l'Afrique. Jamais. Debout. Magnifique. Merci bien. Merci beaucoup. On vous applaudit. Debout. Merci beaucoup. Merci Vous êtes beaucoup. des vaillants soldats. Très bien. Merci beaucoup. Souvent, ils ne font plus le jeu de qui que ce soit. Merci beaucoup. Nous parlons du nous et du nous. Voilà. Bon. Venez, Marcel Ramon, venez ici, allez. Si, Marcel Ramon, venez ici. Venez, je vous en prie. Marcel Ramon est un homme. Toutes ces femmes fabuleuses, ces jeunes filles. Venez, venez là. Venez ici, Marcel Ramon. C'est une société d'êtres d'humanistes. Je vais bien encore voir. Ou alors, comme le disait Senghor, Nietzsche, Bonjour, monsieur. qui vont être là pour Nietzsche, l'homme est le remède de l'homme. Très bien. Monsieur, allez-y. Alors voilà mon frère, l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je voudrais simplement rebondir sur ce que vous avez dit, notamment au niveau de la transformation des matières premières en Afrique. Mon objectif depuis 30 ans, c'est ça. Si vous voulez, bon, il y a des richesses dans la plupart des pays d'Afrique, notamment des bois précieux et tout. Et ce que font la plupart des gouvernements jusqu'à maintenant, moi, j'espère que ça va changer, eh bien c'est qu'on vend le bois en agrumes dans le sud-est asiatique ou ailleurs, et ces pays-là transforment. Et où on gagne de l'argent, que ce soit dans les pays industrialisés ou autres, c'est la transformation des matières premières. Donc il faut que prioritairement, dans votre pays, on se préoccupe de ça, que les gens du pouvoir véritablement tiennent compte de cette réalité. À titre d'information, moi ça fait 30 ans que je parle de créer des centres de créativité et design pour le développement de l'artisanat, en partant de la culture, du savoir-faire, des matières, des matériaux, des spécificités africaines, pour créer des produits destinés au marché en tenant compte des attentes du marché international. Donc il y a un marché considérable à prendre qui doit partir de l'Afrique. Voilà. Et le jour où les chefs d'État auront compris ça, eh bien tout sera gagné. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, je remercie d'abord Marie-Laure et je remercie l'autre Français africain. Je dis que c'est un mouvement pour que l'Afrique arrive à sauver l'Afrique. Évidemment, ça fait peur. Et vous constaterez que les Africains eux-mêmes sont tétanisés par ce qu'ils voient actuellement. Moi, je comprends parfaitement leur découragement.
ils voient que depuis 50 ans d'indépendance, rien n'avance. La jeunesse fuit, elle vient, elle meurt dans les océans occidentaux. Donc, ils sont désespérés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut changer, calmement, à 5, à 10, à 20, à 30. Et ce mouvement, nous allons un jour aller à Dakar. Moi, j'en ai parlé avec les autorités sénégalaises. Qu'est-ce qu'on va faire? L'Afrique doit sauver l'Afrique. Par quels moyens? On va essayer d'en parler ensemble. J'aurais aimé que la salle soit pleine, mais même si elle n'est pas pleine, ce qui m'importe, c'est le fait de croire en l'Afrique. C'est ça le plus important. Le jour où les Africains verront que nous avons fait des propositions concrètes et que Macky Sall a appuyé ça ou d'autres chefs d'État démocrates ont appuyé, ils nous suivront. Donc il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons organisés. C'est pourquoi j'ai mis beaucoup de jeunes dans ce débat. Il y a eu tout à l'heure Bouba qui a fait une bonne intervention. Il y a mon confrère qui a fait une excellente intervention. On va passer la parole à un acteur politique qui est jeune aussi, qui va donner son point de vue. Et ensuite, on passera la parole à Anastasie, parce qu'il faut quand même, et Marie-Laure a parfaitement raison de dire qu'il faut que les femmes parlent, mais ce n'est qu'un commencement. C'est la première fois qu'un mouvement UJA Mandela est lancé pour que l'Afrique sauve l'Afrique. Parce que Mandela, tous les chefs d'État s'en réclament. Ils ont tous pleuré. Ils ont dit que Mandela était ceci, mais eux-mêmes, ils font tout le contraire. Sassou Nguesso, si lui-même, il avait passé la main à un moment donné en disant il y a trop de pression. Il y a trop de pression, je ne peux plus gouverner. Peut-être que le Congo, Brazzaville ne serait pas dans cet état aujourd'hui. S'il y a des pressions, si tu ne tiens pas, si tu n'as pas d'idée, si tu n'as pas de projet, mais tu t'en vas au bout d'un moment, on ne peut pas sauver Sassou Nguesso puisque ça l'arrange, puisqu'il a des appartements ici. La vérité, c'est ça. Et pourquoi l'Afrique doit sauver l'Afrique? Eh bien, on va demander que ces appartements qui sont à l'avenue Foch et ailleurs soient vendus pour aller construire des hôpitaux, par exemple à Brazzaville, pour ne pas que la justice française s'en accapare. Alors, mais oui, mais c'est ça la proposition concrète. Et on va exiger, et ça c'est notre rôle, dans chaque pays africain, un mandat renouvelable une seule fois. C'est terminé, ces chefs d'État qui s'accaparent le pouvoir pour de bon. Nous prenons le cas du Cameroun. Voilà un monsieur qui est là depuis 30 ans bientôt, qui ne fait rien, il met les gens en prison. C'est maintenant que Michel Atangana a été libéré. 17 ans. Alors, est-ce que, honnêtement, notre rôle n'est-il pas de dénoncer? On n'invente pas. Donc, je sais que les Africains ont peur de la vérité, mais nous, on n'a pas à avoir peur de la vérité. C'est un mouvement pour que l'Afrique sauve l'Afrique. Nous ne fermons pas la porte à l'aide étrangère, mais nous voulons que cette aide étrangère nous permette, par exemple, de nous émanciper, de créer chez nous des usines pour transformer nos matières premières. On l'a dit, on l'a redit. Si le café en Côte d'Ivoire était transformé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, tout le monde y gagnerait. Si les diamants au Zimbabwe avec Mugabe, même si on ne l'aime pas, sont transformés là-bas, son peuple va gagner. Si le pétrole au Gabon est transformé au Gabon par les Gabonais, tout le monde gagne. C'est ce qu'il faut. Et puis il faut le transfert de technologie. Il nous faut en Afrique des ingénieurs, je l'ai dit et je le redis. Il nous faut des mathématiciens. Il nous faut des gens qui maîtrisent la technologie sur le terrain, pas à Paris, pas à Londres, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est un mouvement qui est très difficile. Vous savez que c'est un mouvement avec quelques jeunes qui y croient. Seulement, il n'est pas question de désarmer. Ce n'est qu'un commencement. On n'a pas pu remplir la salle. Ça, cette fois-ci, c'est pas grave. J'espère que la prochaine fois, puisque on a tout filmé et que ça va être projeté sur tous les sites, eh bien, j'espère que la prochaine fois, la salle sera pleine. Maintenant, je vais passer la parole à un acteur économique qui est jeune, et lui, il va donner sa façon de dire, de voir comment faire pour qu'en Afrique, l'économie serve évidemment à l'émancipation de la jeunesse. C'est important de le dire. Un continent qui se sépare de sa jeunesse, qui perd sa jeunesse, est un continent qui n'a pas d'avenir. Donc il faut que nos jeunes Africains restent en Afrique. Il ne faut pas qu'ils croient que tout est en Europe. C'est pourquoi ce jeune acteur de l'économie va donner son point de vue. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc j'aimerais saluer
j'aimerais vous saluer, vous qui êtes venus, bien que la salle ne soit pas à comble. Donc je salue mes frères, mes sœurs, et c'est un appel qu'on vous fait aujourd'hui. Et si l'Afrique sauve enfin l'Afrique? Donc les objectifs en Afrique ont besoin d'acteurs qui soutiennent sa reconstitution pédagogique, sociale et économique. Certains en Afrique ont des patrimoines et des domaines sur lesquels nous pouvons bâtir l'Afrique de demain. Le pouvoir est une grande responsabilité. Elle consiste à gérer nos problèmes, sauf qu'elle peut devenir une prison, à cause des doléances du peuple qui sont à ce jour nombreuses. La charge est lourde. Le peuple a des besoins d'autonomie. Bien que tout ne soit pas négatif en Afrique, mais il y a du travail sur la planche. Actuellement, l'Afrique ne se consume par les guerres. L'absence de travail, l'éducation est en chute libre, les formations dans le cadre de l'apprentissage des métiers est en manque, un système pédagogique adapté pour les enfants malades qu'il faut améliorer, le domaine de la santé, l'agriculture, les accessibilités au niveau des transports, la discipline de nos polices face à la population, tant de choses à citer que la seule comparaison d'un pays stable se trouve en Occident. Bien sûr, l'immigration dans ces conditions va continuer à augmenter. Le travail manque aussi en Europe. Il y a des villes et des villages où des commerçants ferment boutique, où des jeunes aimeraient trouver un job. Mais ils sont convaincus que l'immigration encombre leurs chances de réussir. Le résident et le migrant ont un problème similaire. Notre économie souffre. Elle présente en tout cas multiples aspects qui la fragilisent. Et cela risque de se faire ressentir dans les années à venir. Le taux de pauvreté, le seuil de pauvreté augmentera de plus en plus. L'Europe au secours des victimes en Afrique. Là aussi, il y a un problème. Beaucoup de familles occidentales perdent des membres de leur famille en mer lorsqu'ils vont sauver ceux qui traversent la mer en pirogue pour venir chercher du travail. Il y a des ONG, MSF par exemple au Centrafrique à l'heure actuelle, peinent à soigner et à guérir les malades parce qu'on leur bloque la route. Donc si l'Afrique doit sauver l'Afrique et que d'autres viennent sauver l'Afrique aussi, ils sont humains avant tout. Nous devons leur laisser la capacité de faire leur travail. Ils ont consacré leur vie à venir en Afrique, à essayer de comprendre l'Afrique. Certes, il y a eu le colonialisme, mais nous avons passé ces années. Aujourd'hui, la situation est grave. Comment soigner les nôtres? Comment soigner les maux qui nous touchent? Je pourrais dire que tout ce que vous avez dit aujourd'hui se rapporte à la charte 1885. Chaque mot que vous avez cité dans cette situation aujourd'hui concerne cette charte. J'appelle à nos présidents, aussi bien africains qu'occidentaux, à reconsidérer cette charte et à mettre un point sur la table, on va dire, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je n'oublie pas l'armée française, américaine, qui combattent auprès de nos militaires et de ceux aussi qui participent à vouloir sauver les peuples ou les villages qui sont dans des situations difficiles. Parce qu'il y a des femmes qui se font violer. Il y a des enfants qui se font tuer. Aujourd'hui, à la télévision, tuer un homme est devenu facile. C'est comme si on buvait un verre d'eau. Donc, sur ces conditions, nous, en tant que jeunes, nous vous proposons aujourd'hui un plan, une alternative. À savoir que chaque personne qui meurt en Afrique est une bibliothèque de savoir qui disparaît. Toutes ces compétences, toutes ces main-d'œuvre qu'on perd dans les mers, ce sont des main-d'œuvre qui peuvent servir au projet que vous avez cité, dans l'émancipation de l'Afrique. Moi, je suis congolais né en France. J'ai 2 terres d'adoption, l'une en souffrance et l'autre en surcharge, du fait de l'immigration. Le Congo a tous les atouts pour s'épanouir. Il a besoin de ses fils et de ses filles pour se construire. Il n'y a pas meilleur sur ciel que de se battre pour une cause juste, celle de l'unité. Oui, chers compatriotes, nous croyons à la capacité de chacun d'entre nous à s'affranchir de ce qui nous divise, afin de se donner la main et de regarder dans la même direction. Un projet est nécessaire et bien sûr un programme sera proposé. Il sera nommé le Centre académique de formation des métiers du monde. Un lieu où l'homme entrepreneur pourra rendre service à l'humanité. Tout acteur du développement des métiers légaux dans le monde serait nos partenaires. Pour une simple raison, il existe 2 groupes de gens, les intellectuels et les manuels, ceux qui ont des compétences à apprendre et à transmettre. Nous avons besoin de tous les corps de métier, formateurs,
de chaque métier seront importants dans l'exécution de l'apprentissage pédagogique à instaurer dans l'encadrement des élèves. D'autres spécialistes seront conviés à l'élaboration des formes de compétences que les élèves auront besoin. L'homme travaille toute une vie et pour le remercier des services rendus à la nation, nous lui proposons de venir enseigner son métier. Et au lieu d'aller en maison de retraite, comme on le voit ici, j'ai travaillé en maison de retraite. J'ai vu nos doyens et nos doyennes à 70 ans rester assis à ne rien faire, à regarder la télé, à jouer aux cartes. Ce n'est pas possible. Ils ont fait des travaux imminents. Ça veut dire que moi j'ai 43 ans, je viens de naître dans ce monde. S'ils n'étaient pas là, vous n'aurez jamais construit cette société dans laquelle nous jouissons de ce que nous trouvons dans chaque pays où nous allons. Donc nous proposons à nos doyens, lorsqu'ils finissent de travailler, de venir former les élèves. Nous les accueillons, blanchis, nourris, logés, mais qu'ils enseignent. Et ensuite, ils pourront repartir en maison de retraite si c'est nécessaire, ou même de rester, s'ils le veulent. Cette rencontre a pour but de vous interpeller sur l'urgence de vous joindre à cette aventure. L'Afrique a vu ses enfants partir, donc nos ancêtres. Elle souffre de cette séparation jusqu'à aujourd'hui. Ces filles et ces filles ont grandi, et certains sont devenus prospères, des ingénieurs, des hommes politiques, et bien d'autres exemples. Le Congo et l'Afrique, dans son ensemble, devront prouver leur dévotion pour le projet afin que nous puissions mettre en place des alternatives. Des questions se posent, des microstructures s'établissent un peu partout. Non! Il faut quelque chose de consistant, un pont entre les pays. Il faut briser les frontières du colonialisme, déjà dans l'esprit. Les préjugés pourront s'arrêter. Savoir si je suis congolais, si je suis nigérien, qu'est-ce que ça peut faire? Non, non, nous sommes tous africains. C'est le berceau de l'Afrique. Qu'ils soient blancs, noirs, chinois, nous venons tous de ce berceau. Les plaques tectoniques le prouvent bien. S'il n'y avait pas eu ces séparations, on ne prendrait pas l'avion aujourd'hui. On irait encore à pied. Donc je vous interpelle vraiment, avec sincérité, du fond du cœur, rassemblons-nous, générons cette unité et faisons ce centre académique où nous pouvons emmener les enfants d'Afrique, même les enfants d'Europe. Aujourd'hui, le service militaire en Europe, vu qu'il a été abrogé, les parents sont en conflit avec leurs enfants. Mais reprenons ça, reprenons cette structure. Faisons en sorte que les petits garçons qui se trouvent dans le Berry, qui ne connaissent pas l'Afrique, puissent voyager, venir dans ce centre académique, découvrir l'Afrique. Qu'ils ne soient pas là dans un enseignement séculaire qui va lui dire « Regarde, c'est des parasites, ils te prennent ton travail. » Mais non! Nous alimentons encore le racisme. Juste par le fait de manquer de travail, ce petit se dit « Cet Africain, il est là, il prend mon travail alors que j'aurais pu gagner, réussir dans ma vie, et je suis devenu un clochard. » Non. Nous voulons qu'il vienne en Afrique, qu'il vienne travailler. S'il a des compétences, ben qu'il vienne dans ce centre. C'est son berceau, l'Afrique, la terre ne va pas le rejeter. Donc, nous vraiment, pour rebondir encore sur mes propres mots, l'Afrique a besoin de ses enfants. L'Afrique a besoin de ses doyens. J'aimerais bien rajouter une chose, sachez que la femme aujourd'hui est rudoyée. Dans ce centre académique, nous voulons que les formatrices soient des femmes. Que ça soit des femmes. L'homme a assez dominé. L'homme a assez dominé. Nous voyons partout, ce sont les hommes qui gagnent les meilleurs salaires. Ce sont toujours eux qui sont au pouvoir. Ce sont toujours... Mais ils ne nous portent pas, nous ne portons pas d'enfants dans nos ventres. La femme, à elle-même, est déjà une conscience de la construction, de l'entrepreneuriat. Elle nous porte, à vous les hommes, que je m'adresse à vous les hommes, les femmes nous portent. Elles peuvent encore nous dire comment faire les choses aujourd'hui. Ça a été déjà prouvé dans le passé, bien que les vainqueurs ont changé l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes tous vainqueurs de notre histoire, puisque nous héritons de nos doyens, de ce passé. Donc je vous remercie beaucoup. Voilà, le débat sera enrichissant, même si la salle n'est pas pleine. Je répète
que le club UJA Mandela est un club qui veut que l'Afrique sauve l'Afrique. Même ceux qui ont peur, nous leur tendons la main. Et pour qu'on en sorte, il y a eu des chefs d'État qui avaient compris très tôt. Il y a Julius Nyerere de Tanzanie, à l'époque, qui avait compris, et notre ami a bien fait de le dire, le système économique actuel est un système contre nous. Et c'est pourquoi Julius Nyerere, à un moment donné, a dit, puisque c'est comme ça, je veux couper avec le FMI, je veux couper avec la Banque mondiale, et je m'appuie sur mes ressources intérieures, sur mes cadres, mes intellectuels. C'est quelqu'un qui a fait du très bon boulot. Ce sont des chefs d'État comme ça qu'il faut chercher, pas ceux qui ont peur. Quand, évidemment, je dis qu'on pouvait éviter la catastrophe au Mali, oui, on pouvait l'éviter. Quand j'ai dit à Amadou Toumani Touré, j'avais fait plusieurs conférences de presse pour lui, il faut vous entourer des meilleurs cadres maliens, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont à Londres, il faut les faire venir et vous les mettez autour de vous. Il faut réformer l'armée. Il faut construire un État fort. S'il m'avait écouté, les islamistes ne seraient pas venus foutre le désordre aujourd'hui au Mali. Il n'a pas eu le temps de le faire. Il s'est même laissé manipuler. Mais je tiens à vous dire que nous sommes, nous, fidèles à Kadhafi. 2010, Kadhafi était avec nous à Dakar. On a fait le Festival mondial des arts nègres. Il était l'un des meilleurs invités. Il a fait un très grand discours. Et puis, le 10 décembre, c'est-à-dire un jour après l'ouverture, oui, après l'ouverture du festival, j'ai été voir Kadhafi à Dakar. Et je lui ai dit, mais tout ce que vous dites là est très bien, seulement les chefs d'État ne sont pas eux-mêmes libres. Quand ils se réunissent à l'Union africaine, quand ils disent quelque chose, le lendemain, Chirac est au courant. Le même jour, d'ailleurs, Sarkozy est au courant. Donc, les Français disent, vous êtes surveillés de toute façon à l'intérieur même de votre continent. Si vous ne faites pas ce que nous vous disons de faire, on vous enlève. Ces chefs d'État doivent dire aux Français, c'est ce que je dis, la France-Afrique, c'était ça. C'est nous qui avons proposé le procès de la France-Afrique. Bien que, écoutez, il faut être libre, il faut être responsable. Les médias français qui nous boudent, mais moi je m'en contrebalance, ils ne me payent pas, ils ne me nourrissent pas. Je suis en France, je dénonce la France-Afrique. Je l'ai dénoncé à la bourse du travail de Saint-Denis, vous étiez nombreux, si le jeune homme est là, mais je dénonce la France-Afrique, j'avais même proposé qu'on aille faire le procès de la France-Afrique dans un pays africain. C'est ce que Kadhafi voulait, en 2010. Et quand Kadhafi a dit, ils ont vu la lettre de Wade, tu écris à Wade, on fait le procès de la France-Afrique pour que les chefs d'État soient de plus en plus libres de leurs décisions. Quand j'ai écrit au président Wade, lui aussi il avait déjà retourné sa veste, puisque Sarkozy l'a endormi au point de lui faire prendre l'avion pour aller baver sur Kadhafi en Libye. Or, Wade, je le respecte beaucoup, lui il devrait comprendre en tant qu'intellectuel qu'il était manipulé par Sarkozy. La vérité, elle est là. Donc nous, nous rendons hommage à Kadhafi et nous allons même jusqu'à dire qu'à un moment, il faudrait que Sarkozy soit traduit devant la CPI. Parce que, absolument, il faut que Sarkozy soit traduit devant la CPI. Pourquoi? Il n'était pas obligé de tuer Kadhafi. Il pouvait l'arrêter, le juger, comme on le fait. Pourquoi il a fait tuer Kadhafi rapidement? C'est pour certainement que certaines choses restent secrètes, qu'on les garde, qu'on ne le dise pas. Sinon, il ne se serait pas dépêché pour tuer Kadhafi. Donc nous, nous rendons hommage à Kadhafi, puisque nous savons que depuis la mort de Kadhafi, il y a un désordre dans la sous-région. C'est connu. Donc, nous voulons que les chefs d'État, comme Kadhafi, qui disent qu'il faut que l'Afrique soit gouvernée en toute conscience, en toute confiance, avec ses peuples, pour le bonheur de leur peuple, pour le bonheur du Ghana, pour le bonheur du Sénégal, pour le bonheur de la Guinée, pour le bonheur du Cameroun, ces dirigeants, c'est ce qu'il faut chercher. Et il faut chercher ça aussi bien dans la diaspora, et c'est pourquoi ce débat avec des représentants de la diaspora a valeur, mais il faut aussi chercher chez les femmes, et c'est pourquoi tout à l'heure Anastasie va venir donner le point de vue des femmes, et puis il faut chercher aussi avec des hommes de culture.
C'est capital. C'est important. Donc il n'y a pas à désarmer, puisque nous sommes encore là. Mais les Lumumba, ils sont morts. Eh bien, nous devons être fiers de leur œuvre. Les Cabral, Amilcar Cabral, ingénieur agronome, on l'a éliminé à Conakry. Mais nous devons être fiers de ce qu'il a fait. On a beau dire, les Samori Touré. Samori Touré, il a été déporté au Gabon. Mais nous sommes fiers de son œuvre. Donc le problème, les Cheikh Anta Diop aussi, et bien d'autres. Il n'est pas question de se laisser démoraliser. Il n'est pas question non plus de se laisser manipuler. L'argent qu'ils ont, ils n'ont qu'à garder. Nous, nous avons la foi, ils ont l'argent, mais notre foi finira par machiner. Pourquoi je dis que, pour le moment, le seul chef d'État avec lequel nous pouvons en finir avec la France-Afrique, c'est Hollande. Hollande n'était pas au pouvoir quand on a tué Kadhafi. Hollande n'était pas au pouvoir quand les Bokassa, les Bongo, les Mobutu se faisaient arnaquer. Hollande n'était pas au pouvoir. Bon, il vient de manière tout à fait limpide, même s'il fait maintenant des bêtises, au moins il a toujours dit cette politique qui consistait finalement à endormir les Africains et à leur piquer leurs matières premières, moi, président, je mets fin à ça. Et il fait de son mieux. Alors, moi je considère que même s'il fait des bêtises, je crois qu'au moins c'est une chance pour nous, pour lui dire, faites tout pour qu'avant la fin de votre mandat, que l'Afrique soit libérée et que les dirigeants africains soient mis en conscience et en confiance. Parce qu'ils ont peur, ils sont tétanisés. Donc, il nous faut de nouveaux Mandela. C'est pourquoi je dis, club IJA Mandela, c'est ne pas avoir peur de dire la vérité sans provoquer. Nous ne sommes pas des provocateurs. Donc, je rends hommage à son histoire d'académie que nous allons certainement mettre dans nos projets. Il faut ce genre d'académie pour former sur le terrain les Africains, les jeunes Africains. Nous allons mettre toujours en valeur le fait qu'il faut qu'un transfert de technologie dans nos pays se fasse vite et bien. Et nous allons dire aux chefs d'État qui sont incapables de gouverner de passer la main. Vous ne pouvez pas quand même continuer avec une équipe qui perd. Comment voulez-vous? Puisque Joseph Kabila lui-même, il a fait plusieurs mandats. Il n'arrive pas à... Non, entre vous et moi. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Le monsieur, depuis la mort de son père, est là. Il n'arrive pas à faire... Non seulement il n'y a pas de sécurité, mais en même temps, il y a des crimes tous les jours. Mais ça, c'est pas normal. Il faut donc que les Congolais, eux, mettent la main à la pâte, sans avoir peur. Et nous pouvons le faire. Donc, je vous dis, le club IJA Mandela est un club qui va porter l'espérance là où il faut. Nous irons dans les pays démocratiques pour faire ce type de débat. Et Madame Anastasie, porte-parole des femmes, journaliste Lumière de la République démocratique du Congo, si vous voulez passer à la tribune.